Le monument à l'amitié Chine-RPDC fut construit en 1959 pour commémorer les exploits de l'armée des volontaires du peuple chinois. Il se dresse au pied du mont Moranbong pour éterniser la mémoire de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. Le 21 juin 2019, le secrétaire général Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan se sont déplacés ici pour rendre hommage aux héros au cours d'une visite d'État. « 抗美援朝战争伟大胜利，再次证明，没有任何一支政治力量能像中国共产党这样，为了民族复兴、人民幸福，不惜流血牺牲，不懈努力奋斗，团结凝聚亿万群众，不断走向胜利。” La victoire de cette guerre permit à la Chine nouvelle d'assurer la sécurité et le calme entre ses frontières et au nouveau régime de s'implanter solidement. Pendant la guerre, le peuple chinois, sous la direction du PCC, travailla à rétablir l'économie nationale selon le principe de se mettre au combat, se stabiliser et construire en même temps. Et sur cette base, à édifier les systèmes économiques et politiques socialistes pour consolider le nouveau régime et assurer le développement continu du pays. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée éclata. Washington prit immédiatement la décision d'intervenir militairement et envoya sa 7e flotte dans le détroit de Taïwan pour entraver la réunification de la Chine. Début octobre, au mépris des avertissements répétés du gouvernement chinois, l'armée américaine franchit sans scrupule le 38e parallèle et ouvra le feu sur la frontière Chine-RPDC, menaçant directement la sécurité nationale de la Chine nouvelle. À ce moment crucial, le Parti du travail de Corée et le gouvernement de Pyongyang demandèrent à la Chine d'envoyer des troupes pour aider la RPDC en danger. Sachant que les forces ennemies étaient en position de force, si la Chine envoyait des troupes dans la péninsule, serait-elle sûre de gagner la guerre? S'attirerait-elle des ennuis qui pourraient compromettre les efforts de sa construction économique? Le bureau politique du comité central du PCC, après avoir évalué les situations nationales et internationales et mené de sérieuses discussions, prit la décision historique de résister à l'agression américaine et d'aider la RPDC pour défendre la patrie. Le 8 octobre, Mao Zedong ordonna la formation de l'armée des volontaires du peuple chinois avec Peng Dehuai comme commandant en chef et commissaire politique. Le 19 octobre, l'armée des volontaires du peuple chinois franchit le fleuve frontalier Yalu pour monter au front de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. Les volontaires chinois, en étroite coordination avec l'armée et le peuple de la RPDC, se lancèrent dans 5 offensives de grande ampleur successives pour repousser le front aux environs du 38e parallèle. Ils construisirent ensuite des positions de défense échelonnées et lancèrent de nombreuses attaques. Ils réussirent à faire échec à la guerre d'étranglement et à la guerre bactériologique menée par les ennemis et à défendre les positions dans la bataille farouche de Triangle Hill, réalisant ainsi des exploits militaires légendaires.
一个是碎石头，一个是那炮弹炸的，一个是人的骨头。就这3种东西：石头、炮弹渣、弹皮和人的骨头。时间要打多久？我看我们不要做决定。过去是有道路门，以后是有爱是好呀，或者美国的将来的什么总统，由他们去决定。就是说，他们要打多久就打多久。一直打到环境胜利。Soulevés d'une indignation commune, les Chinois furent nombreux à adhérer à l'armée des volontaires, et des milliers d'entre eux montèrent vaillamment sur le front RPDC. L'usine est notre champ de bataille, et les machines sont nos armes. Les masses populaires menèrent avec énergie des campagnes patriotiques d'augmentation de la production et de stricte économie. En mai 1952, les dons financiers du peuple permirent au pays de s'équiper de 3710 avions de chasse et constituèrent un soutien efficace aux opérations sur le front. Devant une défaite sans précédent, les forces multinationales sous le commandement des États-Unis furent obligées de signer un accord d'armistice le 27 juillet 1953. Au bout de 33 mois de combat, les volontaires chinois avaient repoussé les agresseurs du bassin du fleuve Yalu au 38e parallèle. C'était une victoire de la paix, de la justice et du peuple. 他宪兵的证明，西方侵略者100年了，只要在东方一个海岸上架起几层大炮，就可保证一个国家的势大，是一去不复返了。 Dans cette guerre extrêmement farouche, les volontaires luttèrent au prix de leur vie. Plus de 300 000 personnes, dont Yang Gun-se, Huang Jiguang et Chiu Shaoyun, reçurent le titre de héros, et près de 6 000 unités furent honorées pour leur héroïsme. 197 000 volontaires trouvèrent la mort sur les champs de bataille. Parmi eux se trouvait le fils de Mao Zedong, Mao Hanning. Depuis lors, l'armée populaire fut appelée par le peuple les hommes les plus admirables. L'armée populaire apprit à combattre dans la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC. Et elle sortit de cette guerre avec d'importantes expériences militaires. C'est le point de départ de la modernisation de l'APL.9月27日下午5点，在北京怀仁堂隆重举行中华人民共和国主席授予中国人民解放军军官以中华人民共和国元帅军衔及授予中国人民解放军在中国人民革命战争时期有功人员勋章典礼。靠股民众在一个共同目标之下一致努力，特别是在他们协同动作之中啊，各自发挥自己的长处。我们呢，先来一个耍命军的反射击，把这个敌人先解决。 Dans les années 1950, d'importants progrès furent obtenus dans la construction de l'APL, qui devenait progressivement une armée révolutionnaire, moderne et régulière. Allant de la simple armée de terre à la structure terrestre, navale et aérienne,
l'APL faisait peau neuve. La Chine nouvelle a pu rétablir rapidement son économie nationale. Au nouvel an de l'année 1953, on découvrit dans le quotidien du peuple un nouveau terme, le premier plan quinquennal. Le PCC appelait le peuple chinois tout entier à travailler d'arrache-pied et uni comme un seul homme à l'industrialisation du pays. Le 15 juin, lors de la réunion élargie du bureau politique du comité central du PCC, Mao Zedong avança officiellement la ligne générale du PCC pour la période de transition. La période de transition s'étend de la fondation de la République populaire de Chine à l'achèvement fondamental de la transformation socialiste. Pendant cette période, la ligne générale du PCC et sa tâche générale consiste à réaliser en un laps de temps étendu l'industrialisation du pays et la transformation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat, ainsi que de l'industrie et du commerce capitaliste. 我们的责任是重大的，我们是第一次进行5年计划的建设，我们的经验不够，我们必须小心谨慎地做工作。 L'industrialisation est une nécessité pour réaliser l'indépendance et la prospérité du pays. À cette époque, marquée par l'ardeur, on voyait la mise en chantier ou la fin des travaux d'un projet presque chaque jour. L'aspiration à l'industrialisation de la patrie allumait une ardeur au travail jamais vue chez les ouvriers, les paysans et les intellectuels. Le 26 décembre 1953, les 3 grands projets du groupe Hansteel, à savoir la laminerie, l'usine de tubes d'acier sans soudure et le haut fourneau numéro 7, entrèrent en production. 1956年7月13日，汽车厂建厂3周年的前2天，第1辆汽车诞生了。从今天起，中国不能制造汽车的历史结束了。我们自己的汽车将源源不断的，一天比一天更多的从这里开出去。 Le premier plan quinquennal s'appuyait notamment sur les 156 projets d'aide soviétique, l'industrie lourde étant la priorité. En quelques années, voitures, tracteurs, avions, montres, téléviseurs et autres nouveaux produits voyaient le jour les uns après les autres. Avec le déploiement d'une vaste campagne de construction d'infrastructures en 1956, les principaux objectifs du premier plan quinquennal avaient été atteints 1 an à l'avance. Ce que réalisa la Chine nouvelle dans la production industrielle en quelques années dépassait de loin ce qui avait été fait en Chine ancienne pendant 100 ans. Du printemps à l'été 1956, la conférence nationale des représentants des producteurs exemplaires s'est tenue à Beijing avec 5500 participants. 同志们，我代表中国共产党政协委员会向全国新建生产的代表会议，向出席和没有出席这次会议的全国的新建生产者和新建工作者致以热烈的祝贺。 Durant la construction de la Chine nouvelle, de nombreux travailleurs exemplaires s'activaient dans différents métiers et secteurs. Nombreux furent les étrangers apportant leur sagesse et contributions à la construction du pays. Les Chinois étaient pleinement confiants dans le PCC et emplis de fierté envers le nouveau régime. Conformément à la ligne générale pour la période de transition, la transformation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat, de même que de l'industrie et du commerce capitaliste était en marche. L'agriculture est la base de l'économie nationale.
À mesure que la construction économique se développait, l'offre en céréales peinait à satisfaire la demande du pays. Il était crucial d'augmenter rapidement la production céréalière. Le comité central du PCC estima que le moyen qui donnerait des résultats immédiats était le développement des coopératives. Le PCC incita les paysans à s'engager dans cette dynamique en passant des mutuelles et des coopératives agricoles de type inférieur à des coopératives de type supérieur. Fin 1956, la Chine comptait 5 440 000 coopératives de production agricole de type supérieur, soit une couverture de 87,8% des foyers paysans. Dans le même temps, le PCC se mit à transformer l'artisanat privé. Fin 1956, les entreprises artisanales privées de tout le pays furent transformées en propriété collective. Ces entreprises possédaient de nombreuses marques traditionnelles. Mao Zedong souligna « Il ne faut pas perdre les bonnes choses du secteur artisanal. Il ne faut pas non plus éliminer les marques de longue date, tels les couteaux et ciseaux de marque Wang Mazhe et Zhong Xiaochuan. » La transformation socialiste de l'industrie et du commerce capitaliste se réalisa grâce à la politique de rachat par voie pacifique. En 1954, Zhong Yiren, alors âgé de 38 ans, prit l'initiative de proposer au gouvernement de Shanghai de transformer son entreprise en exploitation mixte. Fin 1956, la transformation de l'industrie et du commerce capitaliste en exploitation mixte était achevée dans l'ensemble du pays. 第一个节目，北京市少年之家友谊合唱队演唱，我们为你们歌唱。 Après avoir terminé les transformations socialistes, la structure socio-économique chinoise connut un changement fondamental en 1956. La propriété publique socialiste occupait désormais une place dominante. Le système économique socialiste, basé sur la propriété publique des moyens de production et marqué par le principe de distribution du revenu selon le travail fourni, était installé quasiment partout en Chine. Dans le même temps, la construction du socialisme sur le plan politique avançait sans frémir. En juillet 1953, les élections des représentants du peuple aux échelons de base se déroulèrent dans l'ensemble du pays. Plus de 85,88% d'électeurs enregistrés participèrent au vote. Mao Zedong 主席来参加投票。 和毛主席在一起投票的还有朱德副主席、刘少奇副主席、周恩来总理。 Près de 300 millions d'électeurs votèrent solennellement. Le peuple était devenu maître de son pays. Dans l'après-midi du 24 décembre 1953, un train spécial quitta la gare de Beijing. Mao Zedong, qui fêta ses 60 ans dans le train, conduisait l'équipe d'élaboration de la Constitution à Hangzhou. À Hangzhou, pendant 77 jours et 77 nuits, ils élaborèrent la Constitution de la République populaire de Chine, créant une base solide pour la construction juridique de la Chine nouvelle. Le 16 juin 1954, le quotidien du peuple publia le texte complet du projet de constitution et un éditorial appelant tous les Chinois à en discuter.
Le 15 septembre 1954, la première session de la première APN, attendue par tous, s'est ouverte au pavillon Huaizhen à Zhongnanhai, dans l'enceinte de Beijing.宣布中华人民共和国宪法已经由中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议于1954年9月20日通过。La Constitution de 1954 est la première loi fondamentale de la Chine nouvelle. Elle constitue le programme général pour la gouvernance de l'État et la cristallisation de la volonté du PCC et du peuple. S'appuyant sur les principes fondamentaux du socialisme et de la démocratie populaire, elle définit un régime adapté aux réalités chinoises et stipule de manière exhaustive les droits et devoirs fondamentaux du citoyen. 9月27日，大会以无记名投票方式进行选举。执行主席刘少奇宣布选举结果。依照宣布中华人民共和国主席选举的结果，投票的总数是1220票，毛泽东得1220票，恭喜。Lors de cette assemblée, Mao Zedong fut élu président de la République populaire de Chine, Zhu De élu vice-président et Liu Shaoqi président du comité permanent de l'APN. Sur la proposition de Mao Zedong, Zhou Enlai fut nommé Premier ministre du Conseil des Affaires d'État. En décembre 1954, la CCPPC tint la première session de son deuxième comité national et adopta les statuts de la CCPPC, affirmant que la CCPPC, en tant qu'organisation du Front uni de démocratie populaire, devait continuer d'exister. Après la promulgation et l'entrée en vigueur de la Constitution de la République populaire de Chine, un système d'autonomie régionale pour les ethnies minoritaires fut globalement mis en place en tant que politique nationale et systèmes politiques fondamentaux. Les systèmes dans les régions ethniques furent aussi mis en place selon les dispositions de la Constitution. Qui dit émancipation politique, dit émancipation culturelle. Nombreux étaient ceux qui, n'ayant pas été à l'école avant la fondation de la Chine nouvelle, furent alphabétisés pour avoir une nouvelle vie dans la nouvelle société. La construction du socialisme élimina ce qu'il y avait de corrompu et de décadent dans la société ancienne. Les travaux sociaux se développaient dans tous les domaines. Le peuple acquit un nouvel état d'esprit et les conditions de la vie s'améliorèrent. Sous la direction du PCC, la Chine, qui représentait un quart de la population mondiale, était devenue une société socialiste et réalisait la plus profonde et la plus grande transformation sociale de son histoire, jetant les bases politiques et institutionnelles pour tous les progrès
qu'elle allait réaliser à l'époque contemporaine. 我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人也攻不破的。我们正在前进，我们正在走我们的前人从来没有做过的意义光荣伟大的事业。我们的目的一定要达到。 我们的目的一定能够达到。从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱 富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念。 敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强。 走出复兴。